Tiens, mais je propose qu'on commence. Parfois, quand on commence, ça fait venir les retardataires. Donc, Nino, si tu veux bien nous passer la slide du déroulé, comment nous avons Oui. prévu et on vous propose. Ah ben, elle est où? Elle est Hop, là. elle est Pardon, je là. l'ai passée. Donc, c'est une proposition pour ce temps d'échange que qu'on vous fait, c'est qu'il y ait Monsieur Marc Godefroy qui va vous faire une introduction ainsi que Amel et Ninon un rappel de la démarche. Nous avons aussi de la chance et le plaisir de recevoir Guillaume Mathillier qui va nous faire une intervention au sujet des bénéfices et des risques de la proximité avec les administrés. Et après, le temps d'échange et surtout d'expérience, le partage d'expérience. On verra si vous êtes pas nombreux à le faire ou peut-être qu'il y aura d'autres personnes. Et nous voulions vous proposer aussi de devenir ambassadeur ou parler en tout cas de cette idée d'ambassadeur de recherche, action, collective, participation avant de conclure le temps d'échange que nous avons prévu pour le 18h. Sinon, pour rappel, bon, vous ne sont pas nombreux, donc ça va être facilitant. N'hésitez pas à intervenir, que ce soit dans le chat, c'est-à-dire la conversation, soit par lever la main ou alors intervenir tout simplement en commençant à la discussion. L'idée, c'est que, au moment opportun, on puisse vous entendre et avoir votre retour d'expérience, que ce soit une bonne, une mauvaise. Vraiment, on a vraiment besoin de vos idées pour nourrir la recherche qui s'est faite maintenant depuis un certain temps. Donc, si ça vous va, je propose qu'on fasse le temps d'introduction. Donc, à vous, Monsieur Marc Godefroy. Voilà, bah écoutez, merci de cette proposition. Alors, il faut reconnaître que j'avais dit à Amel que peut-être les élus peu impliqués dans la question des missions locales et de l'insertion des jeunes avaient peut-être besoin d'un cadrage un petit peu plus personnalisé de la démarche. Comme nous ne sommes que des élus informés et engagés, mon propos est nettement moins utile. Mais on peut quand même rappeler que, en vous remerciant d'abord d'être présent, vous qui l'êtes. On voit bien que c'est l'une des caractéristiques aussi des élus que de dire on sera là et de ne pas y être. C'est une caractéristique qui peut arriver et c'est ce qu'on reproche souvent aux jeunes, hein, de dire je serai présent et puis de ne pas y être. Donc il y a un parallélisme des formes qui mériterait peut-être d'être étudié. Toujours est-il que pour ce qui concerne ce projet de participation, l'émission locale, c'est un projet décentralisé pour l'insertion des jeunes, ce qui donc implique les élus locaux. Même si ces années dernières, cette implication des élus locaux a pu perdre un peu de son intensité. Et d'autre part, les projets d'émission locale, ce sont des projets de territoire, et donc bien animés par des élus locaux. Et enfin, le principe général du rapport Schwartz, c'est d'insister beaucoup sur le fait que la contribution des jeunes est indispensable à la définition des politiques qui les concernent. Les jeunes ne sont pas simplement des objets de nos politiques, mais ils sont des sujets et des acteurs de nos politiques. Et donc, ces quelques principes ne sont pas nécessairement au cœur des politiques actuelles. On sent bien que la décentralisation, l'implication des élus locaux, la participation des citoyens à la définition des politiques qui les concernent ne sont pas nécessairement au cœur, même s'il y a un certain nombre d'initiatives qui, de la part du gouvernement, appellent des contributions citoyennes. On voit bien que dans beaucoup de cas, par exemple sur la mise en place de France Travail, la participation des citoyens n'a pas été au cœur de la problématique. Pour autant, il y a un petit paragraphe de cette loi sur la mise en place du réseau pour l'emploi qui dit on pourra y associer les publics concernés. Et donc, il nous semble important de le faire, non pas pour simplement
dire, mettre en place un supplément d'âme, mais parce qu'on pense, en tout cas à l'Institut Bertrand Schwartz, et je pense qu'on pense dans le réseau des missions locales, que cette participation des publics à la définition de ce qui les concerne est une condition indispensable à la réussite des actions que nous menons. Et du coup, c'est ce qui nous a amené à lancer cette recherche-action pour la participation, pour le déploiement de la participation des jeunes dans notre réseau. Et on voit bien qu'il y a 3 types d'acteurs qui sont concernés, les jeunes eux-mêmes, bien sûr, les professionnels et les élus que nous sommes, qui impulsons un certain nombre de principes dans l'animation de nos missions locales. Donc voilà, alors il y a eu trois webinaires généraux pour tous les acteurs et nous sommes aujourd'hui à ce 2e webinaire des élus. Le premier, c'était un travail sur nos marges de manœuvre. Qu'est-ce qu'on a comme marge de manœuvre dans l'animation de nos territoires et de nos missions locales? Sur quoi on intervient le plus? Le deuxième d'aujourd'hui, c'est plutôt qu'est-ce que ça implique comme changement dans notre posture d'élu? Est-ce qu'il y a ou non une problématique spécifique des élus dans l'émergence de la participation des citoyens et des jeunes en particulier? Qu'est-ce que ça change dans nos pratiques? Et le troisième sera en juin pour réfléchir aux actions que nous pouvons mener. Voilà. Alors, bien sûr, notre objectif, c'est d'impulser et d'animer des changements concrets dans le réseau des missions locales et plus largement dans nos territoires. Voilà, je voulais simplement vous remercier du temps que vous y consacrez maintenant, des initiatives que vous avez prises et que vous prendrez pour impulser et accompagner ce mouvement. Merci à Guillaume d'avoir, en tant qu'élu, accepté d'introduire ce 2e séminaire. Puis merci à l'équipe d'animation de conduire tout ça. Je suis un peu désolé qu'on ne soit pas plus nombreux, mais comme on le disait tout à l'heure, on peut espérer que nos réflexions viendront alimenter la réflexion de nos collègues élus et en tout cas de les interpeller. Voilà, merci à vous et je laisse la parole à qui de droit, c'est-à-dire à notre équipe d'animation pour continuer ce travail. Merci. Alors, je vais prendre la main. Merci, Marc, je vais prendre la main. Donc, Oui. tu peux avancer. Je pense que les assertions de Bertrand Schwartz, nous les avons déjà largement répétées à l'envi toute l'année. Donc, là, je vous repartage les différents objectifs du cycle en cours. Donc, comme le disait Marc, on a eu plusieurs étapes à différentes échelles et avec différents publics. Donc, on a eu une première étape de consultation des jeunes qui s'est déroulée de 2022-2023, qui ont largement contribué à l'idée qu'ils ont des choses à nous dire et qu'on a tout à gagner à les écouter et qui sont prêts à le faire en plus, à partager des choses qui sortent de leurs attentes de base. Ensuite, on a eu 3 webinaires de sensibilisation qui sont disponibles, comme nous le rappelait tout à l'heure Jean-Paul Drapier, sur YouTube et qui introduisent vraiment très largement le thème de la participation en mission locale et même la participation tout court avec des témoignages qui sortent du cadre de notre réseau. Et il y aura un 4e webinaire grand public qui sera un bilan de ce premier cycle que nous avons mis en œuvre, qui sera le 24 juin. Votre groupe, le groupe de travail professionnel s'est terminé pour ce qui est d'un déploiement national aujourd'hui. Et on continue en sous-groupe apprenant avec les uns et les autres, puisque c'est plus facile de travailler en plus petit nombre. Et on les a complètement autonomisés. Ils travaillent de leur côté et ils viennent nous partager leurs travaux ponctuellement. Et nous avons donc ce groupe de travail avec les élus qui est la 2e étape. Je te laisse passer à la slide suivante. Voilà. Donc, votre contribution, elle démarre tout juste et notre objectif, c'est que vous nous aidiez à infuser ce sujet largement, que vous nous aidiez à faire réseau autour de cette question et que vous soyez aussi suffisamment informés de ce qu'on fait, notamment sur le développement de l'outil de mesure et sur le processus d'amélioration continue pour que vous soyez porteur d'une parole dans vos structures et au-delà, dans les instances, pour montrer ce qu'on est capable de développer et pour nous aider à le faire encore plus fort. Donc, Sylvia et Valérie sont nos 2 accompagnatrices. On le redit ici, mais aujourd'hui, c'est Sylvia. La prochaine fois, je crois que c'est Valérie qui sera avec nous, qui sont facilitatrices, qui nous aident à conceptualiser un peu ce cycle.
Je passe la main à Ninon qui, très rapidement aussi, va vous faire un point d'étape sur l'outil où on en est et la participation où on en est. Oui, et pour compléter ce que dit Amel, étant donné qu'on vient de sortir d'un groupe de travail donc avec les pros qui nous ont fait part de leurs facilités mais aussi de leurs difficultés, il y en a certaines, pas toutes, mais il y en a certaines qui justement impliquent les équipes de leur structure, donc les collègues, mais aussi les équipes de direction et évidemment les élus qui sont, je pense, qui pourraient se résoudre avec un petit peu plus de collaboration. Maintenant, sur l'outil de mesure, un peu pour vous montrer où est-ce qu'on en est et qu'on avance. J'avais déjà présenté ça, donc je m'excuse pour ceux et celles qui sont déjà au courant. On a établi avec les professionnels trois types de participation qui sont les jeunes consultants, jeunes collaborateurs et jeunes pilotes. Donc vous avez à l'écran un petit peu plus de détails sur ce qu'on entend par là. On met aussi en avant la non-participation assumée qui en fait est présente à des étapes ou même dans des projets complets lorsqu'en fait la participation n'est pas souhaitée, des jeunes n'est pas souhaitée pour une raison par contre justifiée et assumée auprès de tous. Un point de vigilance qui est le risque de fausse participation. Tout ce qui est représentation, instrumentalisation, manipulation, qui sont des mots forts mais qu'il ne faut pas prendre à la légère puisque comme c'est écrit, la participation ne se dégrade pas, elle se construit. Cet outil a deux vocations, donc je les rappelle rapidement, en amont et en aval. En amont des projets pour pouvoir s'y projeter et les construire de manière participative, selon donc, ces trois types de participation que je vous ai présentés. Et en aval pour pouvoir évaluer la dimension participative du projet et puis s'améliorer évidemment pour les prochains projets. On a avec les pros défini 10 critères prioritaires qui sont évidemment complétés par des critères secondaires, mais là on vous a mis seulement les critères prioritaires. Inclusion, accessibilité, liberté, respect, confiance, impact, influence, responsabilité professionnelle, valorisation, écoute, transparence et sécurité. Donc voilà, je suis passée très rapidement sur tout ça parce que, comme je vous l'ai dit, il y a plein de gens qui sont déjà informés. Mais n'hésitez pas à poser des questions. Je pense, vu le nombre qu'on est aujourd'hui, on a le temps. Bon, vous m'arrêtez, Mel et Sylvia, mais voilà. Et chaque critère est gradué, donc cet outil est un outil qui sera interactif. On va le travailler avec des informaticiens et des scientifiques pour qu'il puisse être utilisé dans le réseau et même hors réseau. Ce sera un outil numérique. Voilà pour la présentation. Merci beaucoup, Marc, Amel et Ninon. Est-ce que ça amène de questions ou on attend un petit peu plus tard et on profite de la présence? Donc, notre intervenant, merci beaucoup de vous connecter. On accueille peut-être Oui. Éric Piolle, maire de Grenoble. Merci de votre présence, Éric. Et puis Martin David Brochen qui sont arrivés entre-temps. Et donc, merci de vos présences respectives. Même si nous sommes peu nombreux, nous avons à contribuer de façon dense. Donc, c'est ce que nous allons essayer de faire. Merci encore de vos présences. Je vous en prie, merci. Pour information, pour vous deux qui venez d'arriver, donc il va y avoir 20 minutes de présentation par Guillaume Matelier de cette question qui est affichée à l'écran. Et ensuite, nous rentrerons dans une démarche plus collaborative, plus participative, où on répondra aux questions que nous vous avons posées par mail. Voilà, je remerciais tout à l'heure Guillaume d'avoir accepté de faire cette introduction. Guillaume qui est d'une part chercheur et d'autre part maire, ce qui est quand même pratique pour évoquer la question de la posture des élus dans la question de la participation. Et Guillaume est par ailleurs administrateur de l'Institut Bertrand Schwartz auprès de nous. Donc voilà, merci Guillaume d'avoir accepté de
d'introduire un peu ce sujet. Et je redis pour Martin et pour excusez-moi, pour vous deux, que le thème de ce deuxième temps est plutôt centré sur qu'est-ce que ça change pour les élus dans notre posture d'élus. Le premier temps, c'était quelles sont nos marges de manœuvre, le premier séminaire. Le deuxième, c'est qu'est-ce que ça change dans notre posture d'élus. Et le troisième, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, ce sera en juin, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette logique de participation dans nos missions locales et dans nos territoires. Donc voilà, Guillaume, je pense que c'est à toi de nous conduire maintenant. Très bien, merci beaucoup Marc, merci Amel, merci Ninon en tout cas de vos présentations, Sylvia aussi que je ne connaissais pas, mais en tout cas merci beaucoup de vos présentations et interventions. Le sujet est assez vaste et comme philosophe politique, l'objectif pour moi et aussi en tant que maire d'une commune depuis 16 ans, de faire ce que j'appelle de la philosophie pratique, c'est-à-dire comment il peut y avoir de la résonance dans la pratique du quotidien et en même temps toujours avoir des concepts qui sont clairs, lisibles, mais qui soient aussi nourris d'une certaine intensité de principe, hein, parce que l'objectif, je crois aujourd'hui, d'une manière plus large pour les politiques publiques, c'est de se nourrir à nouveau de principes forts, qui soient compréhensifs dans le sens où ils expliquent quelque chose et qui nous donnent une vision, une compréhension du monde, mais aussi compréhensible, c'est-à-dire parce que nous avons à nous affirmer auprès de certains publics et donc nous devons pouvoir répondre à un certain nombre de demandes de ce public. Je l'ai fait de manière un peu plus nuageuse qu'à l'habitude, mais pour exprimer certains concepts qui pourront être utilisés par la suite et qui pourront vous faire réfléchir au moment où je partirai après mon temps, vous faire réfléchir à des catégories de réflexion par rapport à cette notion de participation des jeunes sur la marge de manœuvre des élus, mais aussi la marge de manœuvre que les jeunes ont à l'égard des élus. Pour moi, il y a plusieurs éléments. C'est quelque chose sur lequel je travaille passablement actuellement. C'est la notion d'échelle. Je lisais attentivement pour préparer aujourd'hui un article que vous avez dû recevoir, qui est un entretien avec Manon Loisel. Il faut en finir avec la démocratie participative qui accentue la crise qu'elle prétend résoudre. Je trouve très intéressant parce que c'est stimulant intellectuellement. Ça va un petit peu contre les vents actuels. Ça répond aussi à une question, je dirais, de la manière dont l'élu se place. Et quand je dis la manière, c'est véritablement comment il se place au quotidien dans son action. Est-ce qu'il le fait de manière cynique? Est-ce qu'il suit les vents favorables? Est-ce qu'il essaye de trouver une autre manière aussi? Parce qu'on ne va pas donner que des mauvaises intentions aux élus, j'en suis un. Donc, si quelqu'un disait la même chose, je dirais, dis donc, il faut se calmer quand même 2 secondes. Mais c'est vrai qu'il faut reposer la question de l'intention. Et cette question de l'intention, notamment quand on parle de démocratie participative, me fait poser une autre question qui m'interpelle particulièrement ces temps-ci. Alors, dans les travaux que j'opère sur la justice sociale particulièrement, mais qui marche très bien pour la prise de parole et la démocratie locale, que vous voyez, je prends la précaution de ne plus appeler démocratie participative pendant un temps, mais démocratie locale, parce que ce terme-là montre cette notion d'échelle, c'est vraiment cette notion d'échelle. Comment on se situe sur son territoire? Marc, tu disais tout à l'heure que, avant tout, nos missions locales, ce sont des projets de territoire. Je crois qu'on a une chance par rapport à d'autres, c'est que quand on fait la démocratie locale à l'intérieur, par exemple, de nos missions locales ou autres, on fait de la démocratie participative sans avoir à se lever le matin en disant qu'on va en faire, premièrement. Et deuxièmement, parce qu'on est sur ce projet de territoire, parce qu'on est implanté, posé dans le territoire, qu'on réfléchit avec des acteurs qui sont en même temps les bénéficiaires de ces politiques publiques, mais aussi acteurs de ces politiques publiques. C'est vraiment l'idée de Bertrand Schwartz au départ. C'est vraiment le principe organisateur, et je dirais novateur dans les années 70-80, de cette vision renouvelée de la politique publique,
à une époque d'ailleurs où on en parle, où la démocratie locale, la décentralisation n'est pas ce que l'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est aussi dans les balbutiements d'une décentralisation avec un État encore assez fort, des prérogatives ministérielles, préfectorales, même et des politiques sous-préfectorales très très fortes en la matière. Donc on est aussi dans une autre vision des choses. Donc je crois qu'il faut questionner, c'est le premier concept que j'apporte, c'est l'échelle. À quelle échelle on fait action? Et par exemple, dans l'article, il y a quelque chose qui m'a un petit peu interpellé, voilà, si vous le lisez, c'est quand on nous parle de la démocratie participative qui a été mise en œuvre, par exemple, après les Gilets jaunes ou par rapport à ce qu'a mis en place Emmanuel Macron, le grand débat. Pour moi, très clairement, ça n'est pas de la démocratie participative. Je pense que les chercheurs sur cette question-là seraient presque déshonorés de penser que ça puisse en être. Non, c'est une forme de manipulation, c'est une forme d'intention pour élargir la base de légitimité. C'est l'occasion peut-être de créer un débat, mais ça n'est pas de la démocratie participative. À mon sens, quand on parle de cette notion d'échelle, la meilleure démocratie participative, si on reprend cette question-là, c'est celle qui se fait au plus proche du citoyen, dans ce qui pourrait être l'organisation qui est à taille humaine, à échelle humaine, où on peut se retrouver entre compères d'une certaine manière, entre compagnons d'une certaine manière. Ça peut être même la ville, à mon avis, semble beaucoup trop large, mais ça peut être le quartier, ça peut être l'immeuble, ça peut être des petites choses qui font qu'on réussit. Et ça m'amène à un deuxième point. Ce deuxième point, c'est la définition que l'on donne du pouvoir qui va avec. Est-ce que la démocratie participative, son objectif, c'est de prendre des décisions? Est-ce que c'est de nourrir le débat public? Est-ce que c'est d'amender des décisions qui sont prises par les représentants? Est-ce que, etc., etc., on pourrait allonger la liste. Encore une fois, d'un point de vue philosophique, c'est la question de l'intention qui est posée à ce moment-là. Et quand on pose cette question de l'intention, donc échelle, intention, là aussi, on va pouvoir observer, soit en tant qu'observateur extérieur, soit en tant qu'acteur à l'intérieur, savoir s'il y a du cynisme, s'il y a une forme de manipulation, s'il y a une forme d'utilitarisme dans un sens large, c'est-à-dire avoir le maximum de monde à convaincre pour qu'il y ait le maximum d'utilité et que donc la décision soit meilleure. Voilà, et il faudra répondre à ces questions-là. Deuxième catégorie qui m'interpelle, c'est-à-dire quelle est l'intention qu'il y a derrière et comment on met en œuvre cette intention à l'égard de ce que représente pour nous le pouvoir. Et c'est là où les élus, et là il y a quelque chose de très intéressant dans cet entretien aussi, donner moins de place à la posture de l'élu et redonner de la place à la posture de représentant. Je trouve ça très intéressant parce que mine de rien, on est dans une démocratie représentative. Et on parle des élus comme s'ils étaient des super-héros. Je crois qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins d'élus qui ont envie de mettre la cape parce qu'on se rend compte de quelque chose, c'est qu'on n'a pas tous les moyens et que c'est beaucoup plus compliqué et qu'on a quand même passé le stade du super-héros qui peut tout réussir parce qu'il y a des vrais échecs et puis que de toute façon, on ne peut pas l'être. Mais par contre, retrouver son rôle de représentant, et là, le langage a un sens, c'est retrouver une forme d'humilité à cet égard. Certes, on est élu d'un point de vue démocratique, mais une fois qu'on est élu, ce statut s'arrête, à mon sens, en tout cas avec la réflexion que je veux porter aujourd'hui, et redonne de la place à la notion même de représentant. Et en tant que représentant, eh bien, on doit se porter responsable, garant certes de l'intérêt général, de faire des choix, que l'on nous oppose un certain nombre de points de vue qui ne sont pas les nôtres et donc qui peuvent faire progresser la décision. En tout cas, reprendre ce rôle de représentation, c'est aussi se remettre dans une posture d'humilité à l'égard de ce pouvoir. Donc, premier temps, l'échelle, et là vous le voyez, hein, ça re-questionne les choses à chaque fois. Font écho. Mais si on re-questionne le pouvoir, on re-questionne la question de l'échelle. Si on re-questionne la question de l'échelle, on re-questionne la notion de pouvoir. Un exemple, quand on décide de penser très clairement que notre pouvoir est limité, elle pourra se faire sur un territoire qui l'est aussi. Si on décide aux yeux de tous que l'on va pouvoir tout changer, tout faire,
et qu'on essaie de le faire croire, bah, ça veut dire qu'il faut sûrement qu'on augmente l'échelle, ou si on n'augmente pas l'échelle, il faut qu'on augmente l'intensité dans cette échelle. Or, on voit bien aujourd'hui, beaucoup de facteurs sont limitants à l'égard de l'action publique, pour plein de raisons, des raisons essentielles qui sont des raisons individuelles, des raisons qui sont des raisons d'expertise, des raisons qui sont des raisons de moyens financiers, des raisons qui sont des raisons très simples aujourd'hui, notamment liées à la décentralisation, mais aussi, on va dire, au millefeuille qu'on a rajouté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est maire d'une commune, on peut taper du poing sur la table, mais on est dans une agglomération, on est lié à d'autres politiques publiques, on doit faire des consensus, on doit mettre un peu d'eau dans son vin, et donc, systématiquement, on a un pouvoir qui est limité, et je dirais d'une certaine manière, c'est tant mieux aussi. Troisième chose, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas d'action possible. Et quand il y a une action, moi je reprends là un très grand philosophe du langage qui a largement marqué la fin, la moitié, la fin du XXe siècle, qui s'appelle Austin, et son livre fameux s'appelle « Quand dire, c'est faire », une vision pragmatique du langage, c'est que quand on dit quelque chose, on fait quelque chose. Alors, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'il faut se mettre en conformité. Parce qu'un homme politique, souvent, les publics qui nous regardent vont dire « oui, mais vous dites, mais vous ne faites rien ». Alors, dans la réalité des choses, c'est faux, puisque rien que le fait de dire quelque chose, on est en train de faire quelque chose. On est peut-être en train d'imprimer les esprits, on est en train de poser les débats, on est en train d'argumenter, on est en train d'influencer, on est en train de faire plein d'autres choses, mais on fait quelque chose. Là où le citoyen, et encore plus le jeune, peut être affecté par cette vision-là du langage pragmatique, c'est qu'il attend que cette parole fasse quelque chose concrètement. Et c'est là où je veux en venir, si on relie encore les différents nuages, je vous ai dit que c'était un peu plus nébuleux, mais pas dans le sens du terme, cette question d'échelle, cette question de pouvoir, le lier à l'action, à la parole et à l'action, et à la parole comme action. Et à ce moment-là, on arrive à quelque chose qui nous replace dans comment mieux faire comprendre les enjeux locaux à des publics qui sont peut-être plus restreints, mais qui eux-mêmes sentent qu'ils ont cette capacité d'action et de participation. Et ça revient à un des éléments qui est aussi repris dans cet article, qui est vraiment très très bien, je vous invite vraiment à le lire, qui dit l'objectif, c'est pas tant comme elle le dit, la parité montre que pour entendre l'ensemble des citoyens, il ne suffit pas de redoubler d'efforts pour aller vers les inaudibles, il faut aussi restreindre la place accordée à ceux qui s'expriment déjà. Là, cet objectif, il est très clair. C'est-à-dire, si on replace la parole comme étant un objet d'action et donc, par voie de conséquence, de faire quelque chose par la suite, il faut que l'on puisse entendre les publics et que ceux qui ont le pouvoir puissent eux-mêmes restreindre leur pouvoir à ce moment-là, parce qu'ils considèrent qu'ils sont les sachants, parce qu'ils ont plus d'informations, etc., etc. Donc, il doit y avoir un pas de retrait des représentants, mais pas uniquement, des associations, de celles qui permettent bien, parfois d'agréger, c'est important, mais qui peuvent parfois aussi avoir la possibilité de trop englober et de dire oui, mais nous on sait, là où c'est pas si évident que ça. Et donc, il y a un double mouvement, si vous voulez. Le premier mouvement, c'est l'aller vers. C'est pas simplement dire ah bah mais les gens viennent pas aux réunions. Voilà, parce que ça, à la limite, des élus sont contents de dire bah ouais, il y avait 10 personnes dans la salle, ils étaient là, ils ont fait l'effort, voilà, c'est eux. Hein, les citoyens ont décidé qu'ils étaient présents, ils étaient peu. Ça serait une vision très restrictive. On pourrait toujours se contenter de dire oui, mais c'est déjà 10 de plus que mon conseil municipal qui ont donné un avis. Sauf que si on regarde de manière très précise le statut de ces 10, ce sont généralement des gens assez éclairés, rarement des abstentionnistes. Ce sont des personnes qui ont du temps. Ce sont des personnes qui, sociologiquement, ont déjà eu un engagement militant ou qui ont déjà un engagement associatif par ailleurs. Et au final, on se retrouve avec toujours à peu près les mêmes personnes. Donc, si là, on clame haut et fort démocratie participative, on aura certes une petite amélioration de la base de légitimité des décisions, mais globalement, on aura sûrement une argumentation du point de vue politique pour aller dans le sens de notre politique, mais rarement pour la nourrir correctement et rarement pour aller dans un sens opposé qui nous ferait réfléchir différemment puisqu'il y aurait eu des impensés. Donc, il faut vraiment réfléchir à ça
Et quand on en arrive à la question des jeunes, parce que c'est ça qui va aussi nous importer, et particulièrement nous importer avec l'Institut Bertrand Schwartz, c'est quel est l'équilibre dans tout ça par rapport à la parole de cette jeunesse. Alors déjà, c'est quoi la jeunesse? Excusez-moi, quand on fait de la philosophie, on questionne à chaque fois les éléments, mais la jeunesse, c'est quoi la jeunesse? La jeunesse, elle est à peu près aussi diverse que les adultes que nous sommes ici, et pour autant, on ne dit pas les adultes. Voilà. Non, on a tous des statuts sociaux différents, on a tous des horizons différents. Donc, peut-être re-questionner la jeunesse, ce que ça veut dire. Donc, il peut déjà peut-être penser avoir plus de verbatim, d'avoir des choses qui donnent davantage de qualité sur les personnes qui ont pris la parole, ceux qui sont par exemple très loin de l'emploi, ceux qui en sont plus proches, ceux qui sont très loin des relations sociales, ceux qui en sont plus proches. Enfin, essayer d'avoir un peu plus de finesse qualitative plutôt que de dire la jeunesse. Ça, je pense que c'est la première chose. Les jeunes, si on reprend ce cadre-là, on a des poncifs sur les jeunes très clairement aujourd'hui. Ils ont du mal à s'exprimer, ils prennent pas beaucoup la parole. Mais en fait, en somme, ils prennent beaucoup la parole, ils la prennent sûrement plus que nous quand on était jeunes. Donc il faut peut-être aussi revérifier ce qui est dit. Par contre, ils le font très loin, et là ça re-questionne encore la notion d'échelle, ils le font très loin des institutions où on aimerait qu'ils puissent l'apprendre. Donc ça ne veut pas dire qu'ils parlent moins, ça ne veut pas dire qu'ils s'expriment moins sur la vie des choses. Ils le font peut-être de manière plus éparpillée parce qu'ils ont plusieurs moyens de le faire, mais ils le font. Et donc notre impératif, nous en tant qu'élus, c'est d'opérer un peu un recentrage sur les choses. Et moi je crois que pour le faire, la meilleure manière, c'est d'avoir des objets qui sont assez uniques, qui sont concrets, qui portent concrètement les choses, qui vont dans le sens du faire, c'est-à-dire comment on est capable à la fin de dire nous avons atteint cet objectif-là et c'est vous qui l'avez atteint, cet objectif-là, et que sur cette base d'un objectif concret, on puisse re-questionner la théorie. Voilà. Je pense que c'est ça, c'est construire l'objet pour ensuite prendre l'occasion de cet objet, le recul par rapport à cet objet, souvent ce que l'on ne fait pas ou peu, les évaluations, mais plus de manière qualitative, et d'augmenter, si vous voulez, la focale à ce moment-là, pour reporter cette question sur la théorie, et notamment les relations, comment elles se sont organisées, la prise de parole des uns et des autres, comment on s'est senti dans le pouvoir. Moi, j'avais mené l'année dernière à cette rencontre sur la jeunesse à Rouen, cette question de la parole comme existence, comment on existe à travers la parole. Et je m'étais rendu compte souvent que la question qui était posée, c'est on a du mal à prendre la parole, et quand on la prend, on a l'impression de ne pas être écouté. Moi, je pense que quand on est dans le faire, sur le coup, on demande moins la prise de parole qu'un certain nombre de résultats vers lesquels on a envie d'aller. En somme, il ne suffit pas de dire il y a un ballon, 11 joueurs de chaque côté, et puis on va marquer des buts, ça c'est la théorie, que de mettre le ballon au milieu et de siffler le coup d'envoi en disant OK, qui c'est qui va marquer des buts, qui c'est qui va faire le plus beau jeu, etc., etc. Et on fera le bilan à la fin. Donc pour moi, ce cheminement vers le faire est un cheminement qui est important et qui ne doit jamais, à aucun moment, nier le pouvoir de la parole, mais d'une parole qui est largement posée par rapport à l'esprit de ce mouvement. Voilà un peu ce que je pourrais vous dire. Alors, l'objectif aussi, c'est de dire quel est le bénéfice et le risque de la proximité des élus par rapport à ça. Moi, je dirais, si on doit reprendre toutes les catégories que j'ai questionnées, alors rapidement, mais cette notion d'échelle, comment en tant qu'élu, je me situe, quand on parle de proximité, là par exemple, dans l'intitulé, on parle d'une certaine forme de géographie. Est-ce que je suis à distance lointaine? Est-ce que je me rapproche? À quel moment j'opère ces rapprochements? Par exemple, moi je considère souvent qu'il est important de laisser travailler et de permettre aux citoyens et aux jeunes de rendre compte aux élus, de les bousculer à ce moment-là, plutôt que les élus soient toujours systématiquement au début des dispositifs et commencent à trop cadrer les choses.
Les élus peuvent donner une orientation, un objectif à atteindre, un budget aussi, mais doivent se placer à une distance équilibrée pour pouvoir montrer ça. Si on questionne aussi bénéfices et risques sur la proximité à l'égard du pouvoir, eh bien, on le voit, c'est la question de l'intention et du pouvoir réel qui nous est donné en tant qu'élus pour pouvoir se retrouver dans cette combinaison en fait, qui peut fonctionner à l'équilibre par rapport à notre collaboration, notre construction de quelque chose avec les jeunes, notamment, hein, sur le coup. Replacer, pareil, bénéfices et risques de la proximité, replacer la parole et l'action à son juste niveau, c'est-à-dire à quel moment je prends la parole pour cadrer, donner un avis, poser les choses ou laisser faire et ensuite re-questionner les catégories. Et puis, je dirais, pour conclure, de reposer cette question assez centrale, comment aller vers les inaudibles, c'est-à-dire ceux que l'on n'entend pas. À mon sens, c'est de les amener moins à les entendre que les intégrer au faire, justement. Hein, et de leur dire, bah voilà, si vous avez du mal à vous exprimer, en tout cas, dans ce que vous allez construire, vous allez avoir une forme d'expression qui sera sûrement plus intéressante et sûrement plus performante, ou performative hein, dans le sens linguistique, plus performative que le grand discours qui a été fait dans une tribune qu'on aurait pu vous donner. Voilà les différents éléments. Pour moi, l'objectif, c'était aujourd'hui de vous donner des catégories d'analyse, de porter votre regard sur quelques concepts, de vous interroger vous-même avec ces concepts sur la notion même de politique publique, sa construction, de la politique et du public qu'on essaye de toucher, de réintégrer ces notions-là à l'égard du projet de territoire et donc systématiquement au niveau de l'échelle, qui à mon sens doit être plus petite et donc plus performante, et bien d'évaluer ou de vous donner des critères d'évaluation objectifs, en tout cas au maximum objectifs, pour les relations que vous pourriez avoir de proximité avec les jeunes de votre secteur. Voilà pour cette présentation. Et je suis à votre disposition si vous avez quelques questions. Après, je sais que vous aurez beaucoup de travail encore à faire. Voilà. Merci Guillaume. Merci beaucoup, Guillaume. Est-ce qu'il y a des questions ou des zones de partage, envie de partage par rapport à ce qu'on vient d'entendre? Oui, il y a une main levée. Oui, moi, enfin, on n'est pas très nombreux, donc la parole est plus facile à prendre. Est-ce que finalement, dans l'exposé qu'on vient d'entendre, est-ce que l'émission locale, c'est pas le bon terreau pour plusieurs raisons, d'aller sur un champ qui est quand même encore à défricher sur la notion de participation de notre pays, qui a une culture qui me paraît très verticale et qui a toujours eu du mal à concevoir la transversalité qu'impose toute démarche participative. Est-ce que l'émission locale, ce n'est pas le terreau idéal, ce qui permettrait aussi d'ailleurs d'en faire un lieu d'intérêt pour les élus en direction du public jeune, parce que la difficulté de mobiliser les élus au cœur des dispositifs et des actions de mission locale, j'en veux pour preuve quand même aujourd'hui la difficulté des élus de venir participer à un débat pourtant qui est essentiel et qui est passionnant, par le fait que c'est souvent les directions qui représentent les missions locales et que beaucoup d'élus présentent missions locales, en fait, ne vont intervenir, me semble-t-il. Et je commence à avoir un peu d'antériorité de présidence pour me rendre compte que les élus, on va les voir, ils n'ignorent pas les missions locales, mais ils voient souvent le rôle de président comme étant un rôle utile dans le pouvoir politique, dans la notion de pouvoir quand il faut intervenir pour protéger, développer ou sur des projets, mais au quotidien, ils laissent souvent les directions faire. Et on voit souvent beaucoup d'émulation dans les directions, beaucoup de participation et de projets qui se montent, et on a plus de mal à mobiliser les élus. Or, le champ d'investigation du public jeune pour des élus me paraît essentiel. Convaincre les jeunes de s'intéresser à la vie publique, de s'intéresser à la chose publique, de participer aux élections, de prendre part au débat public, ça me paraît un champ d'investigation passionnant pour des élus. Donc, est-ce qu'on n'a pas à y gagner aussi à réussir ça, d'intéresser aussi les élus
au quotidien des missions locales. Donc, il y a un vrai enjeu à la fois de réussir à faire participer les jeunes, mais aussi, quelque part, de donner du sens de proximité à une démarche participative un peu innovante qu'on pourrait initier dans les missions locales. Donc, voilà, c'est un peu l'intérêt que j'y vois à court terme, d'à la fois aller vers les jeunes, mais aussi ramener les élus dans l'intérêt du quotidien des missions locales, ce qui est un peu difficile aujourd'hui. Alors, juste peut-être pour répondre rapidement à cette question, moi je pense que les missions locales, oui, vous avez raison, elles sont le bon niveau. C'est un bon niveau déjà parce qu'on n'a pas besoin de le réinventer. Voilà, il existe et puis il a sa performance. Il a aussi ses échecs. Voilà, il y a des missions locales qui marchent plus ou moins bien. Il y a des missions locales où c'est parfois plus difficile de faire groupe. Et il y a des missions locales où les élus sont plus ou moins investis, mais ça existe. Et que des fois, il n'y a pas besoin de réinventer la poudre alors qu'on a les espaces pour le faire qui, en plus de ça, sont reconnus. Hein, les jeunes reconnaissent quand même la mission locale. Ils la connaissent. Alors, des fois pour des raisons très pragmatiques, hein, pour l'emploi, mais c'est la porte d'entrée. C'est moi, je sais que sur mon territoire, il y a des jeunes qui disaient, mais moi j'étais à la mission locale, heureusement, parce qu'à Pôle emploi, c'était pas possible, quoi. On n'était pas entendus, on nous reçoit mal, etc., etc. Donc, ils reconnaissent ce point-là. Et à partir du moment où il y a ça, bah derrière, il y a le diagnostic qui peut se faire. Il y a une notion de confiance, il y a une notion d'accompagnement, et on regarde le jeune, en tout cas, j'ai toujours du mal à dire le jeune, hein, mais, le- mais bon, on va dire le jeune par simplification, mais le jeune dans une forme de globalité où il n'aura et où on n'aura pas forcément l'occasion de le voir ailleurs dans cette globalité-là. Et là, les élus, autant la proximité qu'ils devraient avoir avec les jeunes sont importantes quand ils sont des élus locaux, mais la proximité qu'ils doivent avoir avec leur mission locale et l'action de leur mission locale devrait, à mon avis, être la règle et la norme pour intégrer ces publics-là dans les politiques publiques. Voilà. Donc oui, c'est un bon échelon. Et puis des fois, je me dis, bah, on est en France, on adore ça, et on adore réinventer la poudre et réinventer plein de choses. Bah non, bah des fois, il faut pas. Des fois, il faut pas. Et il faut laisser ceux qui travaillent faire leur boulot correctement. Moi, j'en suis intimement convaincu. Voilà. Et si on reprend ce que vous dites, bah, ça re-questionne l'échelle, le pouvoir au sein de la mission locale, la parole comme action, l'équilibre dans la voix, c'est-à-dire bah, ceux qui sont à la mission locale, eux-mêmes déjà devraient être convaincus que leur mission, c'est de respecter le public avec lequel ils sont confrontés, de se faire bousculer par lui et de ne pas tomber dans une forme d'habitude, je dirais, d'habitude administrative à l'égard de ça. Hein, il y a quand même un impératif catégorique, si on veut parler un peu kantien, mais il y a un impératif catégorique à s'adresser avec le jeune avec une posture particulière dans les missions locales. Sans cynisme, avec la bonne intention, avec cette vision de la globalité. Donc là, il faut travailler aussi sur nous. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un administration de mission locale, il devrait arriver avec ce bâton-là, très clairement, et ces objectifs-là pendant un mandat. Donc ça nécessiterait peut-être de la formation, pourquoi pas de l'IBS d'ailleurs, sur la manière dont les élus doivent être dans les missions locales. Merci beaucoup pour votre réponse. Il y a encore une question, je crois. Oui, et puis après, je vous quitterai malheureusement. Voilà, on va prendre la dernière question, si vous permettez. Oui, c'était du coup Martin, enchanté, adjoint maire de Lille. C'était plutôt des questions-réflexions. En fait, moi j'ai aussi beaucoup apprécié les travaux de Manon Loisel et de Nicolas Riot là, sur la démocratie participative. Ils mettent en avant deux choses qui peuvent éclairer nos discussions. En fait, ils sont très critiques sur les machines à créer de la démocratie participative. On finit par avoir des machines qui tournent, une machine qui se nourrit elle-même à la recherche de participants à des dispositifs que les élus ont pensé pour eux, quoi, pour le dire un peu résumé. Et eux, pour contrer ça, ils mettent en avant deux sujets qui, notamment sur la question de la jeunesse, est très difficile, enfin, je trouve particulièrement. C'est celle quand même de ce qu'on a appelé les corps intermédiaires ou les corps constitués quand même. C'est-à-dire qu'il faut aussi redonner leur place
à ces représentants-là qui ont aussi, comme les élus, mais de manière différente, là, une fonction de représentation et d'agglomérat et de public et d'intérêt et de témoignage et de positions différentes. Mais ça, dès qu'on parle des questions de jeunesse, c'est aussi compliqué parce que lesquelles, comment sur nos territoires, sont-elles réellement, entre guillemets, représentatives? Comment on les anime aussi sur nos territoires? Ça, c'est un sujet. Et le deuxième, c'est qu'ils insistent beaucoup sur la question, mais que vous avez évoquée aussi, de l'individu, du témoignage. C'est-à-dire peut-être qu'on cherche, des fois en tant qu'élu, dans les process de participation, on cherche trop à avoir des panels, etc., etc., là où on devrait plus faire confiance au témoignage individuel ou semi-collectif, mais le témoignage dans ce qu'il a de brut de nos habitants, et en l'occurrence là de jeunes suivis par la mission locale ou non suivis par la mission locale, et après faire travailler j'allais dire, notre sens politique et notre formation politique sur ce qu'on fait de ce témoignage. Et que le rôle du politique, c'est aussi d'intégrer ces témoignages, et c'est ce qu'on fait quand on est beaucoup en militance ou en campagne électorale, ou en période de préparation de campagne et de rédaction de projet, où on intègre beaucoup de témoignages. On les copie-colle pas tout à fait dans nos projets, mais ça fait de la matière qu'on ingère, qu'on digère et qu'on retranscrit différemment. Et ça peut aussi être une piste pour éviter justement le côté on réinvente des trucs et on va se créer dans nos missions locales des machines à participation, et où on va finir par avoir des gens qui cherchent plus à chercher des participants et à remplir des salles qu'à avoir des échanges concrets et contenants, quoi. Voilà. Ça, m'a interpellé dans leurs travaux, et je trouve en écho avec votre présentation intéressante. Oui, merci aussi de ce témoignage, parce que je crois alors, la démocratie participative, ça serait intéressant de revoir un peu comment elle a été premièrement amenée, comment elle a été dévoyée dans ses objectifs, voilà, et comment certains, je vais pas du tout être politiquement correct, mais comment ça les fait vivre au quotidien. Voilà. Et il faut le dire, ça crée de l'argent. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur la notion d'intention. Parce qu'il y a quand même un système qui s'est mis en place, hein, avec des cabinets, avec du consulting, avec des gens qui, aujourd'hui, en plus, auront beaucoup plus de facilité à monter plein de plans avec l'intelligence artificielle, je vous rassure. Hein, ça coûtera beaucoup moins cher de faire des plans de démocratie participative et de pouvoir les vendre, comme beaucoup de choses, hein, par ailleurs. Et je crois que c'est là où, justement, l'élu doit dire stop. D'ailleurs, c'est ce que dit Manon Loisel, à un moment, stop, une forme de moratoire sur les choses, stop, on pose les choses et on reparle un peu de démocratie locale comme étant un espace où il y a des parties prenantes qui sont très diversifiées, où on n'en exclut pas par essence. J'ai refait une petite recherche parce que je ne me rappelais plus de mes cours d'histoire, mais hein, en 1791, la loi Le Chapelier, hein, quand on annule les corps intermédiaires. Bon, pendant ce quinquennat, on en a annulé beaucoup et on ne leur a pas donné beaucoup de place. Les missions locales n'ont pas énormément été entendues. Moi, je suis aussi administrateur à l'Union nationale des CCS. Il a fallu se battre pour revenir au cœur des politiques sociales, et c'est quand même pas gagné. L'article parle d'ATD Quart-Monde. Je pense que quand il y en a qui connaissent bien la misère, c'est bien ATD Quart-Monde, au même titre que les missions locales. À mon avis, ce sont les plus grands spécialistes des politiques de jeunesse aujourd'hui sur le terrain, mais aussi, grâce à l'Institut Bertrand Schwartz aussi, sur une réflexion un peu plus méta qui nous redonne à réfléchir au statut de cette jeunesse au sein de nos politiques publiques. Donc, il faut quand même dénoncer d'une certaine manière ce système qui est assez commode. Et c'est pour ça que je reparlais de la notion d'intention. C'est quoi la notion, quelle est l'intention d'un élu quand il décide de dire on va faire participer? Je pense qu'il n'y a pas de cynisme obligatoire, c'est pas ça. Mais c'est que souvent, il va augmenter sa base de légitimité sur un certain nombre de choses, sur le projet et autres. Sauf qu'aujourd'hui, c'est complètement inopérant. C'est complètement inopérant. Et que donc, il faut trouver d'autres manières de faire. Déjà, il faut que les élus se réimpliquent eux-mêmes sur leur territoire, très fortement, qu'ils soient présents, qu'ils soient dans les quartiers, qu'ils soient dans les... Moi, vraiment, je vais jusqu'au micro, hein, mais dans la montée d'immeubles. Hein.
C'est là où ça se fait, les choses, hein, d'aller convaincre les gens en disant, ouais, mais voilà, si on peut améliorer rien que ce qui se passe dans votre petit secteur, on aura déjà gagné quelque chose. Et il faut pouvoir le faire de cette manière-là pour redonner conscience de ce pouvoir. Voilà. Donc moi, je re-questionne beaucoup cette notion d'intention. Je ne sais pas comment ça se passe dans des grandes communes comme Lille, comme Grenoble. Alors Grenoble a été un des précurseurs de la démocratie participative avec les groupes d'action municipale. Moi-même, j'ai été très fortement impliqué et j'ai gagné en 2008 avec ce type de mouvement. Donc voilà, moi je me reconnais assez dans ce qui avait été fait à l'époque. Maintenant, on n'est plus tout à fait au même niveau, avec le même type d'engagement, avec le même temps d'engagement aussi. Et donc, il faut qu'on se réinvente dans ces questions-là. Voilà. Donc, pour moi, aujourd'hui, l'objectif, c'était de reposer ces questions. Il ne faut pas qu'il y ait de faux semblants. Il faut aussi que l'on repose ces questions systémiques de qui a intérêt à quoi. Et je trouve même qu'à cet égard, la notion de moratoire n'est pas inintéressante, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit beaucoup entendue par les élus qui ont, qui ont véritablement envie de légitimer des politiques publiques. Voilà. Alors moi, je vais devoir y aller, mais s'il y a encore une ou deux réactions, je les prends volontiers. Martin? Oui, et je pense que dans la spécificité mission locale, le rôle des élus locaux dans nos affaires est évidemment importante. Moi, je suis quand même frappé aussi de comment, je pense que ça peut être un des objectifs de nos travaux, comment on diffuse une culture dans le réseau. Là, je vais faire un peu d'honneur de leçon politique, mais quand même un peu. Il lutte contre la technicisation un peu des postures d'élus. C'est-à-dire où en fait, on voit que les politiques d'emploi, d'accompagnement des jeunes, on est devenus des spécialistes des méthodos d'accompagnement. Aujourd'hui, les présidents de mission locale, on va savoir combien on fait de sèche, combien on fait passer, c'est quoi le nombre de on est habitué à ça, et du coup, ce qui fait que dans les agendas, puisqu'en fait, c'est une question d'arbitrage aussi du temps politique et du temps de mandat, il faut qu'on infuse et qu'on diffuse plus la nécessité, la pertinence à travers des outils adaptés, etc., d'avoir des échanges directs avec les jeunes qui sont accompagnés par nos structures, en fait, je pense ou qui sont dans nos territoires. Et ça, je pense que enfin, je sais pas comment vous c'est, mais moi, je le vois bien, mon agenda, il se remplit très vite. Une semaine ou un mois, et à la fin, je n'ai pas vu de jeunes Lillois en fait accompagnés par la mission locale si je n'en fais pas la demande expressément. Et donc, si je demande à faire un point sur les jeunes en service civique de ma plateforme, par exemple, le réflexe des équipes, et c'est normal, parce que par ailleurs, je vais le demander aussi, ils vont me faire soit une note globale avec les chiffres, les profils, combien de QPV, c'est quoi les niveaux de diplôme, c'est quoi les structures qui sont accompagnées, etc. On va me faire un copil, mais on va pas me dire, bah tenez, on vous a organisé, voilà les 20 structures où ils sont, vous pouvez aller les voir à tel et tel moment en direct, in situ, et échanger en direct avec eux. Or, c'est aussi ça où on sent un peu les choses. Et donc ça, je pense que c'est aussi une culture un peu à développer dans le réseau, je pense, qu'on pourra, mais qui nécessite d'avoir des élus impliqués aussi, ça c'est clair. Mais bon, on tourne un peu en boucle sur cette affaire-là. Pardon. Si je peux juste rajouter, il me semble justement que dans les missions locales, d'abord le contexte a changé. C'est-à-dire que nos missions locales ont été quand même bouleversées par la garantie jeune 2015 et maintenant des enjeux collectifs. Donc, ce qui fait que il y a quand même beaucoup plus de jeunes dans les missions locales qu'on n'en avait jamais vu, globalement. Le contexte collectif a vraiment bouleversé. C'était une véritable révolution dans la présence des jeunes en mission locale, notamment pour les missions locales rurales. Je parle de moi, mission locale rurale, avec un territoire dispersé. Pendant des années, je n'ai pas vu de jeunes. C'est pour ça, la mission locale, je ne voyais jamais un jeune, en fait. Heureusement, j'étais prof, donc je pouvais voir des jeunes, mais ce n'était pas les missions locales qui me permettaient de les voir. Donc aujourd'hui, le contexte a véritablement changé. Et deuxièmement, c'est aussi un public quand même très intéressant, justement, pour les élus, parce qu'on a bien vu la façon dont les jeunes s'expriment. Ils s'expriment souvent par la révolte. Et son côté, qu'il n'y a pas que les jeunes, la population aussi. Quand on a vu les Gilets jaunes, on voit bien que les élus doivent être quand même conscients qu'il y a un moment où c'est dans le contact direct en amont
en anticipation qu'on arrive à accompagner, à préserver, à quelque part trouver des solutions. Alors, les élus nationaux ne nous donnent pas d'exemple en ce moment, hein. Je suis bien d'accord que c'est un peu le problème. Alors, non seulement les élus nationaux ne donnent pas d'exemple, mais j'oserais dire en tant que prof que l'école ne nous donne pas non plus véritablement l'exemple, parce qu'à l'école, on est quand même dans une structure qui reste quand même très verticale et qui n'est pas un apprentissage de la logique participative. On y a reproduit un peu la logique représentative, mais clairement pas de vraie réflexion sur la participation. Donc nous, la mission locale, on est à la croisée des chemins avec des jeunes adultes. Et vraiment, je pense que si on est bon dans cette réflexion, on arrivera à la fois à satisfaire les attentes des jeunes et peut-être les besoins des élus. Je suis désolé, je dois vous quitter, mais merci beaucoup de votre attention, puis à tout bientôt. Merci bien. Merci beaucoup Au à revoir. votre Merci, intervention. Au revoir. Au revoir, Mathieu. Oui, je voulais également intervenir pour d'abord rebondir sur la notion de proximité là, dont a parlé Guillaume. Comment il appelle ça? Oui, la question de l'échelle. Je me dis, en rebondissant aussi sur ce que disait Martin, que l'une des difficultés de la démocratie d'aujourd'hui, c'est d'ignorer les corps intermédiaires ou de penser pouvoir ignorer les corps intermédiaires. Et je pense qu'un certain nombre d'élus sont désemparés sur comment finalement écouter ou se mettre en position d'écoute de la population ou des avis des personnes. Et je crois qu'effectivement, là, pour le coup, les missions locales sont à une échelle pertinente, des laboratoires pertinents du dialogue simplement entre les jeunes et les élus. C'est-à-dire qu'on peut ne pas forcément jouer, c'est ce que disait Martin, je crois, la participation au sens usine à gaz, mais un lieu de rencontre thématiquement un peu circonscrit, où on peut s'écouter et se considérer. Moi, j'ai été frappé par la réaction de nombreux jeunes, et j'ai vécu la même chose dans Zéro chômeur, Martin, c'est-à-dire des jeunes ou des personnes en difficulté qui rencontrent des élus et qui se disent non d'une pipe, ça existe des élus et on peut se parler et ils sont pas, c'est pas des zombies quoi, c'est des gens avec lesquels on peut échanger et il y a une sorte de sentiment de reconnaissance réciproque, hein, je pense, dans le fait que, comme on peut se parler, eh ben, on peut se comprendre et on peut surtout s'interpeller, mais pas forcément dans l'invective ni dans le militantisme, mais dans l'échange de compréhension du monde dans lequel on vit. Bon, et je trouve que, de ce point de vue, les missions locales sont un trésor de médiation entre la proximité absolue, c'est-à-dire la cage d'escalier dont parlait Guillaume, qui est quand même pas si facile à visiter tout le temps. On fait ça pendant les campagnes électorales, mais on ne le fait pas tout le temps. Et puis la proximité presque quotidienne qu'on peut avoir à travers l'outil mission locale pour les élus qui acceptent d'y consacrer un peu de temps. Parce que là, il y a, comme le disait Jean-Paul, c'est vrai que ça a beaucoup changé. Il y a plus de jeunes dans les missions locales aujourd'hui qu'il y en avait avant. Avant, ils étaient en entretien individuel et puis ils repartaient. Là, aujourd'hui, il y a quand même une vie collective dans les ateliers SEJ, dans les ateliers services civiques, etc., qui font qu'on peut les rencontrer. Et c'est pas comme dans un club des jeunes où là, bon, il y a, voilà, on est sur le loisir, sur disons un peu la surface des choses. Là, on les rencontre sur ce qui constitue leur problématique d'entrée dans la vie. Enfin, comment est-ce qu'ils espèrent entrer dans la vie? Et je trouve que c'est un lieu, mais ça peut paraître évident, mais je pense que finalement, il y a peu d'élus qui sont conscients qu'ils ont cette faculté de rencontre à disposition et qu'il y a peut-être quelque chose à faire à leur égard aux élus en question, pour les maires, etc. Je vois les maires moi j'ai 73 communes dans la mission locale que je préside. Bon, il y en a quoi? Il y en a 3 ou 4 qui se sont emparés
de la faculté de rencontrer des jeunes à travers la mission locale. Donc il faudrait sans doute permettre à beaucoup d'autres également d'avoir ce laboratoire un peu comme lieu de rencontre. Mais je me tais, il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais je vois que Martin a levé la main aussi. Martin, pour une dernière réaction, peut-être suite à l'intervention de Guillaume qui a suscité non seulement de l'intérêt, des questions, des réactions, et après on va passer à la suite de Oui, ce temps c'était pour d'échange. rebondir sur ce que disait Marc, mais on pourrait faire des échanges des heures là-dessus. Sur la question des corps intermédiaires, c'est vrai, et en même temps, si on en est arrivé là, c'est aussi qu'ils étaient eux-mêmes confrontés à des difficultés de renouvellement, d'intégration aussi des jeunes dans les gouvernances, etc., qui donnaient aussi un peu le sentiment à un moment donné de plus être, j'allais dire, dans une interaction, ni dans un relais, ni être force de remontée de trucs tout à fait pertinents, quoi. Et donc, et notamment quand on parle des jeunes, là, c'est les travaux de Claire Toury, qui est présidente du mouvement associatif, mais qui a fait sa thèse sur l'engagement des jeunes et qui posait comme principe comment, dans nos corps intermédiaires qui s'inscrivent forcément dans le temps long de la vie associative, militante, politique, etc., où il y a du formalisme, etc., à un temps forcément un peu plus long, comment on fait pour intégrer des jeunes qui ont une envie de radicalité et du ici et maintenant aussi du bénéfice de l'action. Et donc comment tout ça s'articule? Peut-être qu'en prenant tous ces éléments-là en compte, effectivement, les missions locales sont assez bien placées parce qu'on peut avoir ces différents niveaux et échelles d'articulation, y compris dans le temps et dans l'engagement, quoi. Merci beaucoup. Nos échanges, vos interventions vont dans la suite de ce qu'on vous propose, donc peut-être vous pourrez… Attendez, Sylvia, excusez-moi, mais il y a Éric Piolle qui demande la parole. Oui. Ah, pardon. Ah, d'accord. Encore vraiment dernière intervention parce qu'il nous reste une quarantaine de minutes pour finir le travaux. Oui, merci Marc. La réflexion, quand j'entendais tout à l'heure Guillaume, ou d'ailleurs les discussions que j'ai pu avoir avec Manon et Nicolas sur la démocratie participative, c'est que on a l'impression que ce débat sur l'intention est contourné pour venir du coup débattre de qu'est-ce qui est produit en termes de démocratie participative. Et je crois qu'il y a là quelque chose d'un peu, pour moi, incontournable, hein, c'est que faire des choses avec mauvaise intention, ou une intention de dévoyer, ou une intention qui est autre que celle du propos, ne peut pas aboutir à des objets de démocratie locale et de démocratie participative qui soient efficaces. Ça me rappelle un peu quand, à mon époque industrielle, quand, vous savez, on faisait beaucoup de travaux pour savoir les organisations matricielles, qui est consulté, qui est autorité, qui est responsable, qui est informé, etc. Et donc, on jouait à ces répartitions de casquettes, mais déjà, à l'époque, des méthodes qui étaient quand même assez éprouvées. Si l'intention des acteurs est d'introduire du conflit et d'introduire de la paralysie, bah en fait, la méthode, que faire de la méthode? C'est l'intention qui prime sur la méthode, et l'intention, elle embarque souvent le résultat de la méthode. Ça ne veut pas dire qu'on arrive à la réaliser, si c'est une intention positive, si on n'arrive pas forcément à la réaliser parce qu'on peut avoir des problèmes de méthode ou des difficultés réelles, mais si l'intention déjà est une intention de détournement de la méthode, on est sûr d'aller au carton, quoi. Et il me semble qu'il y a là un peu à la fois une forme peut-être de naïveté dans la métamorphose politique qui est à faire, et donc dans ce discours des experts de la démocratie participative sur la démocratie participative, ils constatent que ce n'est pas la panacée et que la méthode ne remporte pas tout. L'intention politique est supérieure à la méthode. Ben oui, effectivement, on a beau être des experts, l'intention politique est supérieure, et heureusement, je voudrais dire. Hein. Les outils ne restent que des outils. Et la deuxième chose, c'est que pour appâter, parce que les élus ne sont pas consubstantiellement mauvais ou voulant détourner cette démocratie participative, effectivement, les missions locales sont un bon espace
d'exercice. D'abord parce qu'il y a cette question d'échelle que soulignait Guillaume, à laquelle je crois beaucoup, une échelle qui permet la capacitation, qui permet de se dire là, on a un objet qui est à ma taille. Voilà, je ne sais pas, dans tout le bordel, le dérèglement climatique, la géopolitique, les questions de l'emploi macro, etc. Mais là, j'ai un objet qui est à ma taille, donc je peux m'en saisir et je peux dialoguer. Je suis suffisamment en confiance pour pouvoir m'en saisir. Et pour ça, je trouve que les missions locales sont un bel objet. Et deuxièmement, parce que du côté élu, ce qui permet à l'élu, quelles que soient ses intentions initiales, ou surtout parfois c'est des non-intentions, juste parce qu'il est géré par son agenda plus qu'il ne gère son agenda, il y a là, il faut l'appâter, quoi. Il y a un moment, il faut se dire, tiens, là, je peux me livrer un peu, ça va être sympa. Et je trouve que dans les missions locales, il y a cet hameçon, parce que la rencontre avec les jeunes, elle est souvent extrêmement fortifiante, renouvelante, énergisante pour les élus. Et donc, si on arrive à leur faire amorcer le dialogue avec des jeunes, généralement, ils sortent, ils ont envie d'en faire 10 fois plus, quoi. Et donc là, ils sont en capacité de se dire, OK, ben, je vais sortir un peu de mes contraintes d'agenda où mon objectif, c'est d'abord de commencer ma réunion à l'heure et de la finir pas trop en retard, et de pouvoir cocher que je l'ai fait, j'y étais, et de se dire que voilà, je rentre dans une logique de projet et je vais m'embarquer dans un dialogue. Et là, je crois qu'on a, dans les missions locales, comme dans d'autres objets, hein, à la ville de Grenoble, un de nos dispositifs de participation qui marche le mieux, c'est les chantiers ouverts au public. Donc, on a déformé chantier interdit au public. Hein. C'est des gens qui viennent porter un projet dans un petit bout de friche urbaine qui est trop petite pour que ça intéresse les services et qui, eux, ils disent, bah là, tout près de chez moi, cet espace de 50, 100 mètres carrés, on peut en faire quelque chose. Et en fait, on peut décider ensemble ce qu'on en fait. Et nous, la puissance publique, on vient amener de l'expertise, du regard sur les contraintes réglementaires, des différents métiers, du travail de l'animation, etc. Et là, les gens, ils adorent ça et on croule sous les demandes de ces aménagements où ils ont l'impression qu'il y a un début, il y a une fin. Ils ont vu le livrable, ils ont participé à une expérience humaine qui est chouette, ils ont appris des choses, ils ont rencontré des gens. Et c'est cette première étape aussi du débat politique au sens large. Merci beaucoup. En tout cas, nous pouvons nous réjouir d'avoir invité Guillaume à intervenir parce qu'apparemment, ça vous a plu et ça nous plaît de vous entendre échanger autour de ces propos. Et pour la suite, donc, Amel et Ninon vous ont envoyé, il y a un moment donné, des questions auxquelles on vous a invité à réfléchir. Je vais partager mon écran. Vous me dites si vous le voyez. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que tu peux mettre en diaporama? Je vais mettre en diaporama, mais je vous Sylvia, si tu préfères, je peux le faire. Hein, je vais bien, ouais. Ouais, comme ça, je vais vous garder Je pourrais vous voir et voir qui veut bien intervenir. Donc, il y avait quelques questions qui ont été envoyées, auxquelles on vous a invité à réfléchir. Et aujourd'hui, bon, vous n'êtes pas nombreux, donc on pourra aisément avoir à tour de parole votre retour sur ces questions. Donc, je vous le rappelle pour mémoire. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement chacun une expérience lors de laquelle vous avez été interpellé ou confronté par un public vraiment dans votre rôle d'élu? Ça peut être tout type de public. Donc, et pendant cette expérience, est-ce que comment vous l'avez vécu cette expérience? Est-ce qu'elle vous a amené à une transformation, à un changement? Est-ce que ça a été un vecteur de changement? Quel était l'impact sur votre posture? Est-ce que ça vous a ramené à avoir ou revoir ou vous questionner sur votre posture d'élu? Et qu'est-ce qui a pu faciliter justement cette rencontre? Si vous réfléchissez aujourd'hui, vous dites, voilà, cette expérience, j'ai pu l'avoir grâce à, ça peut être quelqu'un, une institution. Et si jamais cette expérience a été difficile ou quelque chose ne s'est pas bien déroulé, mais qu'est-ce qui a été justement difficile et qu'est-ce qui a pu rendre cette expérience difficile? Donc, il y a un petit peu beaucoup de questions de la même question. Mais en tout cas, l'idée, c'est que vous puissiez nous dire peut-être à chacun un tour de rôle en 2-3 minutes pour nous raconter cette expérience que vous avez probablement vécue où vous étiez interpellé par un public dans votre rôle d'élu
Je vous laisse peut-être prendre un temps de relire la question et commence celui qui veut bien nous raconter son expérience. Alors, je vois Eric qui lève la main. Est-ce que Non, vous non, voulez non, bien? c'est juste que j'ai pas baissé tout à l'heure. Enfin, je D'accord. peux, ouais, mais c'est juste que j'ai pas baissé. Je sais pas comment on baisse d'ailleurs. Je vais le faire pour vous. Ouais, merci. Est-ce que la question est claire pour vous? Alors, Jean-Paul, je veux bien. Donc, n'hésitez pas à nous donner vraiment le plus concrètement Moi, possible simplement, parce que j'avais lu les questions avant, donc je m'étais un peu posé la question. Et en fait, des situations, il me semble qu'on en a des dizaines où on est parfois interpellé, mais le point commun moi, entre toutes les situations que j'avais envie d'évoquer, c'est en fait la difficulté de devoir gérer une relation avec un public quel qu'il soit, quand les paroles ne correspondent pas à ce qu'on attendait de la rencontre. Et ça montre très souvent que quand on est élu, on est confronté à une relation au public dans des conditions souvent, en tout cas, improvisées. Elles peuvent être plutôt favorables ou plutôt tendues. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien que l'expression, elle est souvent difficile parce que c'est souvent une confrontation. Alors, on n'a pas d'exemple, je pense. Moi, je me souviens de réunions. Mais si je prends l'exemple, par exemple, d'une réunion avec des jeunes, en tant que président de mission locale. Donc là, je dirais qu'on est dans un environnement où, logiquement, les choses sont à peu près paisibles, sauf que parfois, ça nous emmène dans des terrains qui sont assez délicats, en présence de la presse. Enfin, l'élu, il est vite exposé et il est vite mal à l'aise dans des situations où il a le sentiment de se mettre en danger. Et il est d'autant plus en danger que la pratique de la relation avec des publics, quels qu'ils soient, elle est assez rare pour être dangereuse, parce que du coup, on n'en a pas l'habitude et on est confronté parfois à des situations un petit peu difficiles. Donc il me semble que toute réflexion qui amène à rapprocher les élus du concret de la vie des habitants, du concret des problématiques des jeunes, peut permettre de faciliter l'appréhension du contact avec des situations parfois difficiles, et au contraire même avoir envie de pas seulement venir pour convaincre, mais de venir pour écouter, de venir pour dialoguer, et pas d'être seulement dans une logique de promotion d'une politique et de valorisation de ce qu'on fait, mais être plutôt à l'inverse, dans une situation d'approche plus sereine et paisible, où on n'est pas dans une question d'image, une question d'enjeu, de clientèle électorale, mais simplement une logique de relation simple avec des populations et des publics. Alors, il me semble que, enfin, moi j'ai pas mal d'expériences quand même qui me font dire qu'il y a sans doute de la part des élus une appréhension des situations mal maîtrisées de relations publiques où on peut se retrouver en danger parce qu'on ne pratique pas ça, et dans un cadre qui est mal maîtrisé. C'était juste pour lancer le débat, mais je n'ai Très pas bien, d'exemple merci pour votre d'anecdote partage. précise à vous. Est-ce qu'il y aurait un exemple de votre part? Est-ce que ça fait déjà écho chez vous? Est-ce que vous partagez ces points de vue? Et sinon, nous donner vraiment peut-être un exemple concret comme vous, en tant qu'élu, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous vous êtes senti de telle ou telle manière? Et Jean-Marc, je pense que vous avez levé la main. Ce qui me venait à l'esprit, c'est que par rapport à ce qui vient d'être dit sur la mise en danger dans une situation de confrontation, moi, ce qui me paraît avoir été positif dans plusieurs expériences de rencontres avec un public, c'est quand on arrive sur un projet à définir qui n'est pas déjà défini. Bon. Et néanmoins, dans un cadre qui, lui, est organisé. Bon. Dire que, bon, je peux prendre un exemple, mais ça va parler aussi peut-être à Martin, sur le projet Territoire zéro chômeur de longue durée. J'étais élu métropolitain
Et la rencontre avec des habitants d'un quartier consistait à dire, dans le fond, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant dans ce quartier pour créer des emplois utiles et qui répondent, qui soient à la fois des emplois nouveaux, c'est-à-dire qui ne font pas de concurrence à des emplois existants et qui sont utiles pour la vie du quartier. Et quand on se met dans cette situation-là d'avoir à inventer ou à trouver des solutions en commun, on n'est plus dans un rapport de l'élu qui sait, qui vient expliquer comment il faut faire, ni du citoyen qui ne peut rien dire. Alors, dans l'échange, il se passe, ce qu'évoquait Eric tout à l'heure, il se passe qu'il y a des idées qui fusent et sans doute par moment de l'expertise qui vient dire, bon, bah, cette idée-là, elle est difficile à réaliser, ou cette idée-là, elle ne peut pas être suivie parce qu'il y a telle ou telle contrainte, mais telle idée, ben oui, dans le fond, on pourrait faire ça ensemble, qu'est-ce que vous en pensez, comment vous feriez, etc. Enfin, donc, dès l'instant où il y a co-conception d'un projet, dans un cadre quand même qui permet le dialogue, c'est-à-dire, bon là, sur Zéro Chômeur, c'était l'expérience territoire zéro chômeur. Mais on peut imaginer dans d'autres cadres de mission locale avec des jeunes ou de projets qu'évoquait Eric sur telle parcelle de jardin où on peut faire quelque chose qui n'est pas prédéfini. Là, je pense qu'il y a un vrai dialogue qui s'instaure et qui crée un rapport c'est pas de la participation, je veux dire, là, on est dans la co-construction vraiment de quelque chose qui est à imaginer. Et j'ai eu une autre expérience un peu sur le même sujet en tant que conseiller départemental sur la mise en place du RSA, enfin du RMI à l'époque, avec les forums de l'insertion, au sein de groupes de travail avec des allocataires du RMI, on essayait de définir ce que pourrait être utile dans la politique départementale. Bon, du point de vue de l'accompagnement des allocataires. Et là aussi, on partait d'une situation où les choses n'étaient pas prédéterminées et où on pouvait échanger sur comment on pourrait s'y prendre. Mais en considérant que les usagers, si on peut dire, ont l'expertise de l'usage et que les élus ont un certain degré de liberté. Il faut expliquer lequel, on ne peut pas tout faire et on ne peut pas ne rien faire. Enfin, bon, donc voilà, je pense que quand le cadre est ouvert et que la rencontre est co-constructive, on a un véritable dialogue qui surprend tout le monde, qui surprend et les élus et les participants. Merci. Je pense qu'il y a une autre main levée, peut-être pour raconter l'expérience. Oui. Oui, allez-y. Il faut que tu mettes ton micro, Frédéric. Élu pendant 18 ans à la mairie de Dieppe comme élu à la jeunesse et à la politique de la ville. Et je voulais juste réagir très rapidement sur ce qui a été dit. D'ailleurs, j'étais très, très content, effectivement, ça a été dit de l'intervention de Guillaume. Et puis, je voudrais rajouter aussi que ce qui a été dit aussi sur l'agenda, être plutôt victime de son agenda, c'est aussi intéressant de poser ça parce que c'est vrai que rencontrer les jeunes, voir les jeunes, c'est aussi du temps. Et là aussi, ça repose aussi le statut de l'élu. Et l'élu, bah, il a aussi beaucoup de choses à faire. Et malheureusement, quand il est élu sur les missions locales, là aussi, je suis d'accord, les missions locales sont un outil essentiel. Et c'est pour ça que le binôme élu et élu de mission locale, c'est intéressant. Je me pose aussi la question, et c'est la question qu'on se pose en ce moment au niveau du conseil d'administration et du bureau, c'est qu'effectivement, on a aussi des types d'élus qui sont intéressés par les projets des jeunes. On a aussi des types d'élus qui ne connaissent pas les jeunes, qui ne savent pas ce que c'est que les jeunes. Et là, c'est intéressant aussi de savoir ce que c'est qu'un jeune aujourd'hui et de se poser la question aussi. Et puis, la question de la démocratie participative, effectivement, je suis d'accord sur, effectivement, c'est local et ça doit être une notion d'échelle, mais aussi quelle est l'intention.
Donc là, moi, l'exemple que je voulais vous donner à votre réflexion, c'est lorsque c'était ça notre objet, hein, j'ai rencontré, moi, des jeunes pendant très, très longtemps, le temps de mon mandat, puisque les 3 mandats m'ont servi à monter un service jeunesse. On parlait de corps intermédiaire. Il n'y avait pas de service jeunesse dans la municipalité où j'étais. Et on est passé d'un référent à 4 ou 5 sur un service jeunesse. Et puis, moi, parallèlement, je rencontrais beaucoup de jeunes de quartiers, de groupes, dans des associations, notamment de jeunes, USP, Ultime Station du Polé. Et à l'issue de réflexion, est arrivé un projet sur un skatepark. Et on s'est dit, avec le maire et l'équipe municipale, qu'il serait intéressant, effectivement, de monter un groupe de réflexion avec les jeunes, avec l'architecte, en sachant que le projet, évidemment, il était concret. Il avait déjà été plus ou moins validé par les politiques. Là aussi, c'est la question des moyens. On a, tout au long de ce projet, qui a duré au moins 6 mois avant d'être réalisé, on a eu des réunions régulières de travail avec les jeunes pour pouvoir moduler avec l'aspiration des jeunes, parce que on était aussi néophytes dans cette problématique-là. Donc, c'est aussi intéressant de faire le parallèle dans ce qui était dit tout à l'heure en disant les jeunes, ils ont du mal à prendre la parole, mais quand ils prennent la parole, quand ils peuvent être experts. Et puis de l'autre côté, les élus ne sont pas forcément toujours experts, mais aussi, ils ont aussi des difficultés parce que rencontrer des jeunes, je pense que ce n'est pas toujours facile et c'est aussi prendre un risque quand on est politique. Risquer de soulever des problèmes auxquels on ne peut pas répondre. Voilà l'expérience. Et le skatepark a été construit, il correspond aux attentes des jeunes, il est respecté de fait, et voilà, ça se passe bien. Voilà, c'est une expérience positive. Merci pour ce partage. Est-ce que Eric ou Martin, vous aurez aussi des exemples d'expériences, de vécu, d'interpellation dans votre rôle d'élu que vous souhaitiez partager pour nous dire si ça a changé votre posture ou si oui, qu'est-ce que ça a pu changer? Moi, peut-être que je pourrais partager l'expérience qu'on conduit depuis 2018 avec un programme qui s'appelle Émergence, qui est un programme de masterclass avec des jeunes de milieux populaires, encadrés donc par des professionnels, autour de l'expression de ce qu'ils ont dans les tripes sur différentes thématiques. Et autour de ce programme Émergence, qui rassemble maintenant depuis 6 ans, donc ça fait à chaque fois, il y a peut-être 2 promos par an, qui fait un spectacle qui est toujours très intéressant à la fin, à la fois parce qu'il y a des paroles très fortes, aussi parce que ça attire un public, notamment à la mairie ou dans le théâtre ou à la Maison de la Culture, parce qu'à chaque fois on choisit des lieux assez emblématiques. Ça attire un public qui n'a pas l'habitude de fréquenter les institutions publiques, donc ça c'est très intéressant. Et puis ça a débouché aussi sur des temps de travail beaucoup plus forts avec les jeunes et extrêmement participatifs autour des discriminations et de leur vécu. Et je crois que cette parole interpelle finalement les élus. Au début, il n'y a que l'élu en charge qui était là-dedans, et encore avec un peu de réticence, parce que c'est quelque chose qui avait été lancé par une initiative d'une personne des services, et de façon un peu iconoclaste, que j'avais dû soutenir beaucoup à l'époque. Et là, maintenant, c'est vraiment devenu un lieu d'échange, en tout cas un lieu d'écoute pour les élus de la jeunesse. Et je crois qu'il transforme vraiment en profondeur, qui met à l'agenda municipal, met à l'agenda de nos réflexions d'élus, les paroles, les attentes de la jeunesse. Donc voilà, c'est un vrai succès qui irrigue. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça irrigue dans plein de politiques, parce que les élus, finalement, trouvent ça chouette, viennent, le bouche à oreille fonctionne, y compris pour les élus. Et donc, petit à petit, ça permet d'élargir cette prise en compte de la parole de la jeunesse. Merci Eric. Peut-être Martin, est-ce que tu as une expérience à partager ou pas nécessairement?
J'en ai pas d'aussi concrète que ça. En fait, en lisant les questions et en le préparant, je me suis demandé ce que vous attendiez comme réponse sur ces sujets, c'est-à-dire est-ce que c'est d'identifier comment on rencontrait les jeunes et quel prétexte qu'on faisait, ou c'était, enfin, vous voyez, je me suis un peu posé la question, j'étais pas très à l'aise. Enfin, à l'aise dans le sens où je peux dire quand est-ce que j'ai rencontré des jeunes et de quoi qu'on a discuté, mais c'était quoi l'objet en fait? Je suis resté un peu perplexe, mais peut-être que je suis passé à côté du sujet. Les deux, en fait, on était intéressés, pardon, Sylvia, on était intéressés par les conditions dans lesquelles la rencontre s'est faite. Est-ce que c'était une mise à l'agenda pensée et planifiée à l'avance, ou est-ce que c'est le hasard qui a fait qu'on a rencontré des administrés et qu'on a accepté ce temps d'échange et de discussion? Et après, bah, la suite, c'est-à-dire, peu importe le déclencheur, peu importe qui est à l'initiative, qu'est-ce que ça a donné, en fait? Qu'est-ce que cette rencontre a bouleversé ou pas dans la posture, dans ce qu'on pensait de ce que la personne en face nous dirait? J'ai entendu tout à l'heure Jean-Paul dire qu'on est souvent étonné de récupérer une parole auquel on s'attendait pas. Enfin, voilà, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça a fait bouger, en fait, dans sa posture d'élu? Du coup, moi, j'ai différents moments en tant que président de mission locale, en tout cas, où je rencontre des jeunes. Je fais régulièrement des ateliers citoyens, enfin dit comme ça dans la mission locale. Alors je dis ça, en plus ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais parce qu'un des sujets c'était justement qu'il y avait pour poursuivre, il me manquait un support en fait. Et qu'est-ce qu'on faisait? Mais en fait, au moment de la garantie jeune, pour le coup, au moment des ateliers collectifs là qui ont été évoqués tout à l'heure. Moi, j'ai souhaité pouvoir discuter, mais sans autre sujet que celui de rencontrer des jeunes et d'entendre les parler de leur vie, de leur parcours, de là où ils en étaient, ce qu'ils voulaient faire. Et donc, c'était organisé par les équipes dans les temps de présence obligatoire d'ateliers garantie jeunes, hein. On peut imaginer la même chose avec le contrat d'engagement jeune aujourd'hui. Et il leur était juste annoncé une rencontre avec le président de la mission locale, adjoint au maire. Et donc, ça me permettait pendant 1 heure et demie de faire un petit cours et un dialogue sur ce qu'est un élu, ce qu'est être président de mission locale, à quoi ils s'attendaient, où ils en sont eux. Donc, c'est pas des moments où ça m'a bouleversé dans le sens où j'ai changé d'avis sur des sujets, où voilà. Mais je pense que ça a infusé des choses en moi sur la situation réelle des jeunes, leur parcours, leur réalité de vie à Lille, etc. Et pour le coup, pour reprendre ce que disait Guillaume Atelier tout à l'heure, ça permettait aussi d'asseoir des discours en discutant avec les collègues, en disant des collègues élus ou des directions de missions locales ou même des collègues présidents d'autres missions locales, en disant non mais moi quand je discute avec des jeunes, je sais qu'il y a ça et ça qui arrive dans les discussions et donc il faut qu'on s'en préoccupe. C'est plutôt ce genre de choses. Et après là récemment, je suis en train de faire le tour des quelques centaines de jeunes qui sont en service civique par la plateforme de la mission locale mis à dispo d'assaut du territoire lillois. Et où là, du coup, je vais les voir en action et en mission de service civique. Et donc là, les échanges sont un peu plus courts, mais ça me permet de voir un peu comment ça s'organise et d'avoir double contact avec les jeunes et l'association en question. Et là, c'est plutôt un retour sur les parcours des jeunes et les activités qu'ils font, et ça me donne une vision concrètement de ce qu'ils font au-delà des fiches et des stats de comité de pilotage, quoi, j'allais dire. Donc ça bouleverse pas, c'est pas des moments où ça bouleverse concrètement quelque chose, où je change d'avis sur un truc, mais ça nourrit plutôt l'évolution des pratiques un peu au long cours, quoi. Voilà. Et après, j'avais une autre expérience, mais là, qui était plus dans le cadre d'une association qu'on a montée avec des copains qui organisent des débats, et on en avait co-organisé un sur l'école avec ATD Carmonde, justement. Et avec l'idée d'entendre la parole de militants Carmonde sur cette question de l'école. Et là, ça avait bousculé moi, certes, mais j'étais dans la salle, donc, mais l'ensemble de la salle, parce qu'on a confronté les représentations et l'image et le vécu
qu'avaient différents participants à l'école et à l'institution concernée. Donc là, c'était vraiment, pour le coup, ça avait bien mis l'école au centre du village au début de discussion, quand tu avais tous les gens qui étaient plutôt habitués à ces questions de débat citoyens qui venaient en disant que l'école était là pour émanciper, créer des citoyens, ouvrir des portes, etc. Et que les militants, en l'occurrence là des mères de famille, TD Carmon, avaient dit non, ben nous, pour nous, l'école, elle sert d'abord à ruiner et à gâcher les rêves de nos enfants. Bon. Ça n'a pas révolutionné ce que je pensais de l'école, c'était un peu plus compliqué que ça, mais ça a en tout cas bousculé dans la rencontre. Et moi, ce que j'en tire de ça, c'est que je pense, comme le disait Marc, c'est des moments où il faut que ce soit préparé. C'est-à-dire que si on veut vraiment faire émerger la parole, il faut il faut que le cadre soit quand même à peu près clair, il faut que l'élu soit préparé aussi à ça. Il faut qu'il n'y ait pas de fausses promesses non plus, c'est-à-dire qu'on ne dit pas qu'à l'issue de la rencontre, il y a beaucoup de choses qui vont changer si à la fin, il n'y a rien qui change. Et en même temps, c'est pas grave qu'il n'y a rien qui change si on n'a pas dit si on n'a pas fait de promesses au début, en fait. Juste le dialogue, c'est déjà un élément important. Je pense que s'il est assumé en tant que tel, il n'y a pas de problématique différente, notamment dans une société où les jeunes ont quand même donc on le voit dans les sondages que fait, par exemple, les études que fait le sociologue Camille Penny, où il dit en France, on est une des sociétés qui fait le moins confiance à sa jeunesse. Ou en tout cas, les jeunes ont l'impression qu'on ne leur fait pas confiance. Et donc, rien qu'avoir ce sentiment d'attention, de reconnaissance et du coup de confiance, ça change déjà la donne. Donc, il ne faut pas non plus chercher des trucs à dire tout de suite, on va co-construire le programme d'action des missions locales dans les 15 prochaines années. Je pense que là, on se tromperait si on faisait ça. Et ça nécessite aussi, là je vais provoquer un peu, que l'équipe de direction et les salariés de la mission locale aient confiance en son élu. Et de comment tout ça est amené, parce que évidemment, un président qui rencontre des élus, des jeunes qui vont dire bah ouais, moi la mission locale ça va, c'est sympa. Ah bah j'ai l'allocation, mais c'est vrai que mon conseiller je le vois pas souvent. Ou oh, on m'a mis du temps à machin. Bon bah qu'est-ce que l'élu il en fait derrière? Comment ça se joue? Je pense que ça aussi ça se prépare dans le dialogue binôme technicien-élu, dans la préparation de cette rencontre avec les jeunes en fait. Et de ce qui est fait derrière. Je pense que c'est pas à négliger si on veut pas qu'il y ait trop de casse. Mais là, c'est pas du tout les questions qui étaient dans votre questionnaire. Désolé de foutre un peu le boxon. Non, c'est parfait. C'est parfait, c'est la merci. transition parfaite, effectivement. On avait, pour finir nos échanges, des questions un petit peu comme de quoi vous auriez besoin ou quelles sont les conditions justement pour que la rencontre avec le public se passe au mieux. Et un petit peu sur l'angle de devenir ambassadeur. Vous avez un petit peu parlé de ça au début de nos échanges. Est-ce que vous auriez quelque chose à nous partager? Et peut-être on peut partager, tu sais, les questions, Ninon, sur devenir ambassadeur. En tout cas, est-ce qu'il y a donc vous avez parlé de la préparation, de la confiance. Est-ce que vous voyez d'autres ingrédients qui pourraient faciliter cette rencontre avec le public, donc le jeune en l'occurrence? Ouais, si je peux me permettre, je pense que dans la notion de préparation, c'est vraiment la préparation d'un cadre et non pas d'un contenu. C'est-à-dire qu'il y ait un cadre sécurisant au sens, non pas de se mettre en sécurité parce qu'on a peur, mais au sens de dire, bon, dans ce cadre-là, il peut se passer un dialogue constructif et on n'en a pas défini le contenu à l'avance, mais on a à la limite posé des questions, mais pas apporté des réponses à promouvoir. Bon. Et donc on ouvre un cadre et on ouvre une thématique de rencontre. Et ça, je pense que les missions locales sont vraiment potentiellement bien outillées pour faire ça. Alors ça suppose ce que disait Martin, la confiance dans le fait que l'élu va jouer le jeu au sens où il ne va pas utiliser à des fins, comment on pourrait dire, négatives, le contenu de la discussion avec les jeunes. Si les jeunes disent la mission locale ça ne me plaît pas, il est sûr que c'est pas, enfin ça me plaît pas parce que ça n'a pas fait le boulot,
Bon, si l'élu s'en sert automatiquement négativement, ce serait gênant. Mais créer un cadre, créer une forme de sécurité, non pas de sécurité sur l'anticipation des réponses, mais une sécurité sur le fait que les questions peuvent être posées en confiance et en écoute réciproque. Je pense que ça, c'est vraiment un sujet et un cadre qui n'est pas si fréquent en matière politique, hein. Je veux dire, les réunions publiques, moi j'ai d'autres expériences sur l'accueil, par exemple, des Roms dans notre commune. Bon, je suis trouvé en position dans un cadre fixé, mais avec des enjeux très durs de contestation de la part de la population et d'assumer des positions de la part des élus. Bon, là, je pense que sur la mission locale, on n'est pas dans ce cadre-là, on n'est pas obligé d'assumer des choses inassumables, mais on peut imaginer d'améliorer des situations ou de s'écouter sur des situations. Et d'autre part, et enfin, je pense que dans le cadre, il peut y avoir par exemple des mesures, les mesures comme le SAIG. Bon, ce n'est pas nous qui les avons définies, ce n'est pas nous qui en définissons les règles, mais par contre, au sein des SAIG, on peut créer des espaces dans lesquels la co-construction est possible. Hein, les ateliers SAIG, par exemple, sont vraiment des lieux où on peut imaginer de co-construire avec les jeunes des choses qui paraîtraient répondre à leurs besoins, qui nous paraîtraient utiles à la politique d'entrée dans la vie telle qu'on aimerait la définir. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de créativité possible, y compris dans des cadres un peu préconçus comme mesure globale, comme les SAIG. J'ai une question. Oui, j'ai une question. Tout à l'heure, vous avez tous beaucoup évoqué des solutions et les raisons pour lesquelles c'était utile que les élus soient au plus près des jeunes et que l'émission L'école était le lieu idéal pour l'expérimenter et le mettre en pratique. Ma question, c'est, OK, c'est le lieu idéal, les jeunes en ont envie, vous en avez envie, comment on met à l'agenda? Comment les missions locales peuvent, avec vous, ou vous proposer, ou le faire avec vous, de mettre à l'agenda ces temps de discussion? Et sur quel thème, en fait? C'est comment, pas quel thème, ça, on en avait déjà parlé la dernière fois, mais comment mettre ensemble des thèmes à l'agenda? Bah déjà, je pense qu'il y a un travail à faire pour effectivement, autant l'élu, on voit assez bien, quand on n'est pas quand même complètement à côté de ce qu'est un élu et de ce qu'il doit faire en République, on voit bien l'intérêt potentiel qu'a l'élu à discuter, à rencontrer, à échanger avec ses concitoyens. C'est quand même un peu la base. Je trouve que la réponse, elle est peut-être moins évidente du côté des jeunes qui sont en insertion sociale et professionnelle, de savoir pourquoi eux donneraient de leur temps à rencontrer un élu. En fait, c'est ça le sujet aussi. Donc, soit il y a des formats un peu obligatoires, soit tu trouves des prétextes, voilà, mais ça, je trouve que ça mérite d'être un peu explicité aussi au départ, quoi. Et après, moi, je ne sais pas s'il faut des thèmes ou des formats ou juste une intention, et après, c'est à décliner selon chaque territoire. Je pense que ça va être vraiment différent. Je sais pas. J'avoue qu'avec ma tradition lilloise, si je dis je veux rencontrer des jeunes, les équipes elles me proposent des formats de rencontre avec des jeunes. Et j'y réfléchis un peu de mon côté, et puis voilà. Et après, la question, c'est dans le réseau, stratégiquement, comment on le met à l'œuvre. Mm. Et ben, et labelliser mission locale, uniquement les missions locales où le président il a rencontré au moins 10% des jeunes accompagnés dans les 3 dernières années. Donc, je déconne. On va se faire des amis. Oui, c'est vrai. Je rigole pour le replay, je rigole. Dans le compte rendu de la première séquence, il y avait quand même une phrase qui disait bon, bah, moi élu, mon principal boulot, c'est pas de rencontrer les jeunes. Enfin, plus exactement, j'ai pas si souvent que ça l'occasion de rencontrer les jeunes.
Donc, puisque les marges de manœuvre dont disposent les élus, c'était plutôt d'intervenir sur les institutions, sur le réseau, sur la préfecture, etc. Marge de manœuvre relative d'ailleurs. Mais la question pourrait être, est-ce qu'on impose, est-ce qu'on met dans le cahier des charges de la labellisation d'une mission locale le fait que les élus qui l'animent sont invités à se mettre en contact avec les jeunes tels qu'ils sont et tels qu'ils se révèlent. Ça peut être aussi une forme de, comment dire, Martin parlait de créer un cadre obligatoire pour les jeunes, mais pourquoi pas créer un cadre obligatoire pour les élus après tout? En tout cas, la labellisation et tout le débat qu'on peut avoir, y compris sur le projet associatif, c'est un cadre intéressant pour faire réfléchir aussi à l'intérieur de nos missions locales sur le sujet de la participation. Moi, sorti de ces débats, je verrais bien quand même trouver un moyen d'une rencontre entre les jeunes et les élus, c'est-à-dire organiser une rencontre entre les jeunes et les élus, trouver par exemple l'occasion de la Semaine nationale des missions locales, enfin un contexte où il y a un peu d'écho médiatique pour pouvoir intéresser les élus et inciter quand même des élus, notamment des grands élus, des parlementaires, à venir participer à un échange où on aurait travaillé le cadre, mais effectivement pas le contenu pour laisser de la spontanéité, laisser l'opportunité d'un certain nombre de choses. En tout cas, je pense que c'est des exercices qu'on devrait pratiquer plus souvent pour que les élus aient vraiment conscience que la mission locale, c'est un lieu formidable de rencontre avec un public qu'ils ne voient pas souvent et qu'ils peuvent la rencontrer, et un public particulièrement intéressant parce que chaque fois qu'on fait des rencontres avec les jeunes, il en sort toujours des choses et des relations particulièrement intéressantes. En tout cas, ça me donne envie non pas de mettre dans les statuts de ma Milo qu'il doit y avoir 2 jeunes au CA de la Milo, sachant que les élus y viennent déjà mal, difficilement, donc forcer des jeunes à y venir, je ne vois pas l'intérêt. Par contre, institutionnaliser quasiment un moment fort ou quelques moments forts de rencontre entre les élus et les jeunes du territoire, je pense que ça mérite d'être travaillé pour lancer une démarche. Tout à l'heure, ou dans le précédent webinaire que j'ai écouté, il était question d'étapes. Il y a des étapes sans doute incontournables, et ça pourrait en être une en tout cas. Alors, mon idée. Merci, Émilie. Ouais, moi, je voudrais compléter sur la notion effectivement de thématique ou de prétexte pour réunir les jeunes. Là aussi, je trouve que par rapport à ce qui était dit auparavant, le fait d'avoir la garantie jeune, le SEJ et puis les services civiques, ça a permis aussi beaucoup plus d'avoir de jeunes dans les missions locales, de les rencontrer, de les fréquenter, de connaître leurs aspirations un petit peu plus. Et puis un petit exemple très, très précis, dernièrement, on a mis en place un pôle bien-être, où là on s'aperçoit, comme vous, que les jeunes, après Covid, il y a une détresse un peu mentale, des problématiques de santé mentale importantes. Et un collectif s'est construit de jeunes qui, à travers le théâtre, a monté quelque chose sur le harcèlement scolaire avec des collégiens. Et ils ont eux-mêmes, accompagnés évidemment par les conseillers et une éducatrice spécialisée qu'on a embauchée, ils ont rencontré le député de la circonscription qui est intervenu auprès de l'Assemblée et ils ont été jouer cette pièce de théâtre à l'Assemblée. Vous en avez peut-être entendu parler. Donc, c'était un prétexte intéressant et ça a permis vraiment de nouer des choses. Et effectivement, moi, j'ai rencontré à la suite, avec d'autres élus, on a rencontré ces jeunes et on a pu converser. Ça met en place des réflexions, puisque là, au niveau du bureau, on commence à avoir envie de travailler sur un conseil consultatif de la jeunesse. Alors maintenant, comment on fait bon, tout ça, on va le construire ensemble. Ça se prépare, comme dit Marc tout à l'heure. Martin aussi a raison dans le fait que l'apprentissage citoyen, les ateliers citoyens, c'est aussi intéressant pour savoir ce que c'est qu'une mission locale, ce que c'est qu'un président, etc. Donc, conseil consultatif qui aboutirait peut-être à une modification de statut
pour pouvoir faire un collège jeune, un 5e collège, avec non pas simplement le jeune de service, comme j'ai pu voir dans certains écrits, mais là vraiment participatif au sein de la structure, dans la gouvernance. Merci beaucoup. Il nous reste 5 minutes avant le temps imparti qu'on s'est donné pour aujourd'hui, jusqu'à 18h. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir ou Marc, on vous laisse le mot de la conclusion? Croyez-vous? Non, je pense que enfin, on passe progressivement d'une logique qui invoque la participation à une logique qui invoque la rencontre. Et peut-être que c'est quelque chose à théoriser un peu, enfin, c'est-à-dire, pour éviter justement la participation piège à con, enfin, excusez-moi, celle dont parlaient tout à l'heure les auteurs là, qui disent la participation qui se retourne, enfin, qui est contre-productive par rapport à ses ambitions. Peut-être que mais là je réfléchis à voix haute, c'est pas une conclusion, hein, si vous me permettez, c'est plutôt une réflexion voilà, à partir de nos échanges, où on sent qu'il y a une forme de perplexité sur la participation et une forme d'attente profonde sur l'échange. Et du coup, peut-être qu'on pourrait essayer d'organiser cette fonction d'échange. On crée les cadres, on crée les modalités, on crée les opportunités, et puis reporter à un peu plus tard la logique strictement de participation. Mais là, vraiment, je réfléchis à voix haute et je ne veux pas que ce soit conclusif. C'est plutôt comment dire, un commentaire de notre travail. Mais je pense que ça répond vraiment à des attentes potentielles, et de la part des élus et de la part des jeunes. Je ne sais plus qui disait tout à l'heure, il n'est pas évident, on voit bien que les élus ils peuvent avoir des attentes, on n'est pas sûr que les jeunes peuvent en avoir. Et pourtant, moi je vois bien que quand on crée le cadre dans lequel cette rencontre a lieu, les jeunes en sont extrêmement reconnaissants. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont même s'ils ne sont pas en demande a priori, ils sont en satisfaction a posteriori d'avoir eu un échange avec des gens. Alors, quand c'est un maire en plus, alors là, il est parti, Eric, mais quand c'est un maire, ils ont vraiment l'impression qu'ils ont rencontré de bon Dieu, enfin, plus exactement, qu'ils pensaient rencontrer de bon Dieu et qu'ils ont rencontré quelqu'un. Voilà. Et du coup, ça crée une forme d'humanité de la fonction représentative des élus qui est sans doute essentielle à la démocratie. Donc, bon voilà, encore une fois, ce n'est pas une conclusion, mais je serais preneur qu'on avance un peu sur cette dimension-là. Ninon a demandé la parole. Oui, c'est un petit peu pour appuyer ce que vous dites, parce que, bon, analyse comme ça très rapidement, mais j'ai l'impression que la participation quand même dans le réseau fait bouger les pros, vu l'engouement que suscite la recherche-action auprès d'eux, les pros et les directions, bien sûr. Et peut-être que justement, on devrait se concentrer sur ce sujet de la rencontre et sur comment dire, l'idée d'organiser des échanges, des moments ou des lieux, en tout cas, de rencontres. C'est peut-être quelque chose, justement, auquel il faut penser pour réussir à s'investir dans le sujet, mais aussi à faire s'investir dans le sujet, parce que vous l'avez remarqué, aujourd'hui, on n'est que très peu. Et c'est peut-être comme ça qu'il faudra prendre les choses par la suite, en prenant en compte, évidemment, les agendas de chacun. J'en doute pas, mais voilà. Oui, alors ça, c'est un sujet sur lequel je n'ai pas osé conclure, mais il y a effectivement un enjeu là.
qu'est-ce qui se passe pour que si peu d'élus se bougent autour de cette question qui est pourtant identitaire, enfin ADN, quoi. Donc là, il y a un sujet. Peut-être qu'on en échange d'ailleurs. On n'a pas pris le temps de le faire là, mais on aurait pu peut-être en échanger ou en prévoir un temps dans le troisième temps où on en échange un peu plus spécifiquement. Qu'est-ce qui fait que des élus sont concernés et sont concernables et sont implicables dans un processus, autrement que de présider. Bon, Faire participer les élus, quoi, au final. Comment ça peut se faire? En même temps, quand on voit bon, le CA de l'UNML, c'est bien des élus qui se bougent. Hein. Donc, il y en a quand même qui se bougent. Ouais. Ils ne sont pas tous à distance. Et je pense qu'il y a quand même une conception du rôle de l'élu qu'on a trouvé dans le premier atelier, d'ailleurs, hein, autour de je suis plus centré sur les institutions et les grands débats que sur la rencontre avec les jeunes. Bon. Il faut interroger cette posture-là. Hein, est-ce que les élus, on attend d'eux que de s'occuper des institutions pendant que des professionnels s'occupent des jeunes? Bon, il y a là une question à instruire, je pense, et à faire vivre dans le réseau, à bousculer un peu dans le réseau, quoi. Avec un véritable danger, c'est pour ça que c'est un sujet fort, hein. C'est que la loi pour l'emploi a bien montré qu'on avait toujours dans l'esprit de nos décideurs le risque de devenir un formidable outil technique représenté par des professionnels aujourd'hui qui ont vraiment une vraie capacité d'action, des directions qui s'impliquent, qui s'investissent, et que la présence politique, le poids politique est pourtant essentiel dans ce que sont les missions locales, dans ce qui représente des territoires, des populations des territoires et des jeunes. Donc il y a un sacré enjeu, hein, me semble-t-il. On l'a vu dans le cadre de la loi pour l'emploi, qui était la bonne occasion d'une vraie mobilisation pour défendre ce qu'étaient les missions locales. Donc on y serait gagnant à trouver la clé en revenant à l'essentiel que sont les jeunes. On y serait tous gagnants parce que quelque part, on défend aussi ce qu'est l'esprit des missions locales, c'est-à-dire des outils au service des populations des territoires portés par les élus locaux. Donc c'est un vrai sujet. On a intérêt aussi à développer pour réussir cette action en direction des jeunes. Je disais à Amel dernièrement que la logique de réflexion de l'Institut autour de la participation, de l'engagement des jeunes était un sujet, mais que la logique de territoire et de proximité était un autre sujet qui peut-être était aussi compris dans le rapport Schwartz et qu'il y aurait lieu de revitaliser cette notion de projet de territoire autour de la jeunesse et projet de territoire avec la jeunesse. C'est un sujet, voilà, un sujet de fond, hein, comme dit Jean-Paul. Il y a du grain à moudre. Très bien, merci. Je pense qu'on est arrivé au bout de nos 2 heures et ça a été très riche. Moi, j'ai retenu énormément d'idées fortes à faire entendre. Donc, tout le monde n'aura pas le temps de revoir toute cette visio. En revanche, on va en faire un compte-rendu, je pense, qui sera intéressant. Vous avez énormément avancé sur la notion d'échelle et d'intention et effectivement sur l'idée que l'intention doit être d'abord et avant tout la rencontre et l'écoute. Et je pense qu'il y a tellement de points communs avec ce qu'on a recueilli auprès des pros et de ce qu'on a recueilli auprès des jeunes qu'on va arriver petit à petit à avancer ensemble. Donc, merci beaucoup. On se retrouve le 10 juin, j'espère, vous et d'autres, j'espère, pour notre dernier groupe de travail de ce cycle-là, avant le bilan qui sera le 24 juin. Et juste pour info, très rapidement, mais on vous l'enverra, nous allons faire travailler les jeunes aux prochaines rencontres de la participation sur le fait que de ne pas participer, c'est OK. Donc, on va dans le sens que vous disiez. Nous avons bien lu Manon Loisel et Rio. On est d'accord avec ce qu'ils racontent et on va faire participer les jeunes sur ce champ-là. On en reparlera.
Ok, Merci. merci beaucoup à tous, hein. Merci à l'équipe et merci À très bientôt. aux collègues d'avoir consacré du temps et d'envisager de le faire encore. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, au revoir, bonne À soirée. bientôt. À Très bientôt. bonne Au soirée. revoir.